Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu, ça fait vachement longtemps que je voulais vous le présenter. C'est Wraith, l'édition 20e anniversaire, donc Wraith, l'oubli, le néant, enfin bon, les différentes traductions sont possibles. Alors pourquoi vous le présenter aujourd'hui, parce que ça commence quand même à dater. Pour deux raisons. Déjà, comme je l'ai dit en intro, il y a longtemps que je voulais vous présenter ce jeu du World of Darkness qui est pour moi, sur son thème, c'est mon préféré. Et la deuxième raison, c'est qu'il devrait arriver en français, au moins il devrait être proposé au financement pour une VF chez Leto. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc Wraith, en fait, a déjà eu une VF il y a longtemps, sur la première édition, je crois, et en fait, bon, elle était assez pourrie, il faut être clair. Donc, Wraith, déjà, pour faire la petite intro, Wraith, c'est un jeu qui est sorti en 1994 il s'appelle comment, Mark, il fallait que je prenne des notes, Mark Rein-Hagen, en fait, qui est le créateur aussi de Vampire. Donc en fait, le jeu est sorti en 1994 et il a bénéficié d'une version 20e anniversaire, comme les autres jeux du World of Darkness, en 2018. Donc effectivement, cette version de 2018, elle, par contre, n'a pas été traduite jusque-là, et j'en attends beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en intro? Alors, en intro, Wraith fait partie du World of Darkness, ça vous l'aurez compris. Il va vous proposer, en fait, de jouer... il a un thème difficile, on est bien d'accord. Si vous voulez vous changer les idées et avoir un truc joyeux, je vous conseille My Little Pony et pas Wraith, ça c'est clair. Mais par contre, si vous êtes friand de dark, parce que là on est vraiment dans plus sombre que ça, je ne vois pas. Pourquoi? Parce qu'on va traiter de la mort, on va traiter de ce qui arrive aux âmes après leur mort. Ça va traiter des thèmes genre la perte, ça va traiter des thèmes comme la rédemption, ça va traiter des thèmes comme même la destruction. Enfin bon, on est quand même dans du bien sombre. Alors j'étais obligé de faire pas mal de notes cette fois-ci parce que vous voyez le pavé, c'est des 20e anniversaires et ils sont tous comme des gros pavés. Donc effectivement, on va explorer la psychologie des personnages et avec un système que j'aime beaucoup, avec un système un peu de dualité en fait dans les personnages. On y viendra après. Donc on va explorer la mort et l'au-delà, qu'est-ce qui arrive après aux âmes. Comme je vous ai dit, le deuil, la perte, l'identité, ce que vous êtes, ce que vous étiez, et ce que vous êtes, et ce que vous serez éventuellement, la rédemption, et puis effectivement la lutte permanente, éventuellement, de la lumière contre les ténèbres, car en fait dans ce jeu, il y a quand même une petite lueur d'espoir qui brille tout au loin, et peut-être que certains des fantômes finiront par l'atteindre. Donc voilà. Ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, on va faire comme d'habitude. Je vais vous montrer, la forme du bouquin, et puis après, on va développer. Alors, Wraith, comme je disais, arrive l'édition 20e anniversaire arrive dans un gros pavé, avec combien il a de pages ce truc? Il a plus de 510 pages. Alors, en sachant que moi, ce que je vous montre ici, c'est une version print de chez DriveThru, donc ce ne sera certainement pas sous la même qualité qu'arrivera, et en mieux, elle arrivera en mieux sans aucun doute, qu'arrivera la version française. Alors déjà, oui, vous voyez, on commence par la face de la mort, le visage de la mort, et on commence par un espèce de bande dessinée, mais alors d'une noirceur absolue. Vous allez, voyez le style de dessin que vous pouvez avoir. Donc vous allez sur pas mal de pages obtenir en fait les grands concepts du jeu.
Voilà, donc déjà, et vous arrivez effectivement sur du très sombre. Et tout de suite, vous voyez très bien que l'on n'est pas dans un jeu de lumineux, on va dire. Voilà. Voilà. Et il y a quand même pas mal de pages, hein, j'en passe. Hein. Oui, alors ce qui est important, c'est ça. Restless, donc ça, c'est les âmes qui ne connaissent pas le repos, car toutes les âmes n'arrivent pas dans l'underworld de Wraith. Ceux qui n'arrivent que ceux qui n'ont pas la sensation d'avoir... enfin, ils ont la sensation qu'il leur reste quelque chose à faire. Et donc, dans ce cas-là, vous allez voir pourquoi, comment, et ils sont plus ou moins bloqués dans cet état, dans l'underworld. Voilà. Donc, la transcendance, ça, c'est le truc final, éventuellement. Ce que je vous ai dit, la petite lumière. Voilà. Adieu, mon amour, mon enfant. Voilà. Bon, hein, on n'est pas dans du joyeux, hein. Mais bon, comme on est dans le mois de l'horreur, ça tombe bien. Alors, vous voyez, vous avez... alors, il y a combien de chapitres? 1, 2... Alors, il ne faut pas avoir peur, je vous expliquerai après. 3, il y en a 5, hein, je vais passer tout ça. Hein, il y a 3 livres dedans, c'est énorme. Mais le truc, c'est que ça reprend à peu près tout ce qui a été sorti pour Wraith. Alors, sorti, pas tout à fait, hein, vous n'avez pas les... ils ont comme d'habitude regroupé et refondu complètement leur jeu et en nous fournissant une version qu'on pourrait qualifier de définitive. Voilà. Alors, je vais vous passer rapidement, parce que là, je voulais simplement vous montrer, vous voyez, comment ça s'appelle, la forme du bouquin. Stygia, c'est la carte de la capitale de l'Underworld. Voilà, donc, vous voyez un peu la mise en page et les illustrations que vous pouvez y trouver. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, hein, ça n'a absolument aucun intérêt, ça c'est pour tout à l'heure. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Bon, hein, on arrive au bout, vous voyez, on a le livre 3 ici. Et voilà. Et à la fin, je crois qu'on a une feuille de perso. En fait, non, on n'a pas une feuille de perso. Dans Wraith, on en a 2. Parce que, vous allez voir, les fantômes ont une certaine dualité. Voilà, ça, c'était pour vous montrer la forme du bouquin, à quoi vous attendre. Alors, comme je vous dis, c'est une impression drive-thru. Ce n'est pas ce qui va arriver en français. Voilà. Alors, maintenant... je vais vous parler un peu. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à faire à essayer d'organiser cette vidéo. Je vais sûrement m'emmêler les pinceaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le matos c'est dense. Il y a pas mal de choses à dire. Et encore, je vais pas tout vous raconter. Sinon, je vais faire 2 heures et en fait, ça va vous saouler et ça va finir par me saouler aussi. Donc, je vais essayer d'être un peu concis et essayer de vous présenter la chose du mieux que je peux. Alors, je vais commencer tel que c'est présenté dans le bouquin. Je vais vous parler en fait déjà de où est-ce que vos fantômes, je ne vais pas parler de personnages, vos âmes vont jouer. Donc comme je vous ai dit, on va jouer dans l'Underworld. L'Underworld, c'est quoi? C'est là où se rendent les âmes après leur mort. Hein. Donc, mais il faut le voir avec plusieurs couches, cet Underworld. Alors déjà... Avant l'Underworld, on a ce qui est appelé ici le Skinworld, donc le monde des vivants, le monde des vifs. Hein, c'est celui que l'on connaît. Alors on est dans le World of Darkness, hein, donc c'est un peu plus sombre quand même, mais grosso modo, c'est celui qu'on connaît. Parce qu'en fait, il y a très longtemps, le monde des vivants et le monde des morts étaient perméables. Hein. Les morts pouvaient marcher dans le monde des vivants jusqu'à ce qu'il y ait eu ce qu'on appelle le linceul. Et le linceul, en fait, c'est une frontière invisible entre les morts et les vivants qui font que l'un ou l'autre ne peuvent plus interagir. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que comme vous allez voir, les Wraiths ont des pouvoirs, hein, qui sont appelés ici des arcanoi, et qui permettent d'agir de manière limitée, mais d'agir quand même sur le monde des vifs. Donc, déjà... l'Underworld, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut le voir comme des couches de plure d'oignon.
Hein, c'est la métaphysique du monde. Hein, on n'est plus du tout dans le monde connu, dans le monde des vivants. Et là, sa métaphysique à lui-même. Donc la première couche, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est les Shadowlands. Les Shadowlands, en fait, c'est un état de l'univers, on va dire, du monde, qui est superposé au monde des vivants, où tout est un peu flou. Vous voyez ça à travers le linceul, hein, et où vous allez certainement pouvoir voir vos proches pleurer votre mort, mais vous n'allez pas pouvoir agir avec. Donc en fait, ça, c'est les Shadowlands, c'est la première couche de cette pelure d'oignon. C'est là aussi où on retrouve ce qu'on appelle dans le livre les nécropolies, donc les nécropoles. Et les nécropoles, c'est quoi? Ce sont les villes, en fait, les villes des morts, hein, qui sont grosso modo un peu les mêmes que le monde des vivants. Hein. Vous allez avoir Londres, vous allez avoir Rome, vous allez avoir ce qu'on appelle les grosses nécropoles, et qui sont superposées en fait avec le monde des vivants. En sachant que en fait dans le monde de l'Underworld, il n'y a pas que les âmes qui passent, il y a aussi les bâtiments, les objets chargés d'émotions, d'énergie psychique, ce genre de choses, eh bien, à leur destruction, ils passent dans le monde des morts, ils passent dans l'Underworld. C'est comme ça que, alors, vous pouvez imaginer à peu près n'importe quoi. Je ne sais pas, je vous raconte un truc. Par exemple, la dernière voiture de Bonnie and Clyde, elle a une certaine charge émotionnelle, charge dedans, et elle va se retrouver tout d'un coup dans l'Underworld une fois qu'elle aura été détruite dans le monde des vivants. Alors par contre, ma paire de lunettes, elle ne passera jamais dans le monde de l'Underworld quand elle sera détruite, ni un stylo, sauf s'il est chargé de ses émotions. Alors on peut très bien imaginer la plume qui a ratifié la fin de la Première Guerre mondiale. Lui, elle peut passer en fait dans le monde des morts quand elle cessera d'exister dans le monde des vivants. Donc ça, c'est la première couche, ce sont les Skinlands, c'est là où va naître, entre guillemets, une âme décédée, une âme qui va arriver dans l'Underworld, va être dans les Shadowlands. Ensuite, vous descendez et vous avez un autre paysage, si vous voulez, ce qu'on appelle la tempête. Alors la tempête, c'est un lieu terrible, là, qui va être chargé d'énergie mystique, qui tourbillonne, comme une véritable tempête. Hein. Donc, je reprends mes notes, hein, histoire de ne pas vous raconter n'importe quoi. Oui, c'est une mer tourmentée d'émotions, d'énergie brute en fait, hein, qui entoure les différentes régions de l'Underworld. Donc c'est une dimension un peu chaotique. Hein, y a des courants de destruction, de douleur, de désespoir. Enfin, vous imaginez le bordel. Et il y a également dans la tempête en fait la menace la plus sérieuse en fait dans l'Underworld, qui sont les spectres. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc la traversée de la tempête est extrêmement dangereuse, surtout pour les nouveaux arrivants. C'est là que rentrent en jeu ce qu'on appelle les ferrymen, donc les passeurs, hein, les passeurs qui vont guider les âmes mortelles, les âmes mortes. Non, une âme n'est pas morte. Une âme qui vont guider les âmes vers le cœur du royaume du fer, vers Stygia, qui est la capitale. Ça, c'était le deuxième truc. Après, on a en fait des îles dans cette tempête, des îles de calme, des îles de sérénité, sérénité, Fred. On a un fleuve, voilà, tout ça on vous l'explique ici, et qui va vous emmener en Stygie, donc sur une île où les âmes ont créé une capitale avec aussi bien aussi bien avec, comme je vous ai dit, des bâtiments qui sont passés dans l'Underworld. Donc du coup, vous avez un espèce de patchwork de différents bâtiments de différentes époques, mais tous avec une forte charge émotionnelle. Et on a construit également des murs, des maisons, des trucs,
Alors, parce que vous allez pas, il n'y a pas de mine hein, dans le monde, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de choses comme ça. Donc en fait, Charon a trouvé, et je vous raconterai après, un autre moyen, c'est-à-dire c'est de forger les âmes, mais ça on y viendra après. Donc ça c'est la Stygie. Et en dessous encore, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le labyrinthe. Alors le labyrinthe, c'est un endroit extrêmement dangereux, c'est là où les spectres, en fait, ce sont des Wraiths, donc des fantômes qui ont un peu cédé à leur pulsion et qui se retrouvent plongés dans le labyrinthe, prêts à aller attraper les autres fantômes et les attirer vers le centre du labyrinthe, qui lui, on va y trouver la bouche, la mâchoire de l'Oblivion. L'Oblivion, qu'est-ce que c'est? C'est le néant. C'est l'oubli, c'est l'entropie finale et la destruction finale pour tous les fantômes s'ils perdent leurs attaches, etc., etc. En fait, terminer dans l'Oblivion, c'est la destruction de l'âme et donc de votre personnage. Alors, je vais vous parler un peu des Wraiths et de leur nature. Donc les Wraiths, en fait, ce sont les âmes, effectivement, qui n'ont pas pu ou pas voulu atteindre la zone de repos éternel. Ils sont retenus dans l'Underworld, en fait, par leurs attachements émotionnels à leur ancienne vie. Hein. Donc, au monde des vivants. Chaque Wraith est lié par, en fait, des attaches, hein, des liens. Hein, on y viendra après dans les personnages, et également des émotions. Enfin, les liens, ça peut être des personnes, hein, ça peut être des personnes proches, mais ça peut être aussi des objets, aussi je ne sais pas, des bâtiments, aussi voilà, ce genre de choses. Et après, vous avez également les passions. Parce que, et tout ça, en fait, les passions et les attaches les empêchent de sombrer dans l'Oblivion dont je viens de vous parler. Alors, un Wraith, un fantôme, est, a deux parties ambivalentes. Il a la psyché et il a l'ombre. Hein, donc, c'est deux parties opposées. La psyché, ça va être ce qui lui... c'est sa volonté de rester, entre guillemets, humain. Hein, et son shadow, son ombre, c'est son côté destructeur qui cherche à le plonger dans la déchéance, à le plonger dans l'oubli, dans le désespoir et finalement, effectivement, dans l'entropie. Voilà. Et c'est le gros cœur du jeu parce que, en fait, chaque partie, le psyché et le shadow va être joué de deux manières différentes, avec deux feuilles de perso, et joué par deux personnages différents, par deux joueurs différents. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors maintenant, l'histoire du monde. Alors comme je vous ai dit, au départ, il était perméable, puis non, et une des premières âmes qui est arrivée, c'est Charon, le premier passeur, qui a finalement... s'est finalement imposé comme étant l'empereur du monde souterrain, le roi de l'Underworld, hein, si on peut, hein, qui s'est regroupé autour de lui ce qu'on appelle les Ferrymen, donc les autres passeurs, pour guider les âmes à travers la tempête. Mais le petit problème, c'est que Charon, il est plus là, il est un peu mort. Enfin, mort ou disparu, mais il est plus là depuis des éons. Parce qu'il est descendu dans le labyrinthe, parce que c'est un aspect aussi qu'on peut faire avec vos fantômes, c'est aller combattre les spectres au cœur du labyrinthe. Il y a plein de possibilités dans le Wraith, on peut jouer un tas de choses. Voilà, donc en gros, il y avait Charon, il a tout organisé, machin, etc. Et là, il est pas là, et il l'a laissé un peu à ce qu'on appelle la hiérarchie, on y viendra après. Quoi vous dire d'autre? Régulièrement, il y a ce qu'on appelle des maelstroms. Des maelstorms. Des tempêtes terribles qui vont balayer les nécropoles, voire les détruire, s'effondrer sur Stygia, accompagnés de meutes, de hordes de spectres. Et ces maelstroms sont déclenchés par les
catastrophe en fait dans le monde des vivants. Le premier Maelstrom, c'est, je crois, la peste noire, hein, qui a amené un tas d'âmes dans l'Underworld et qui a déclenché ce premier Maelstrom. Et à chaque fois qu'on a des événements comme ceci, eh bien, on a une tempête plus qui se déclenche au sein de l'Underworld. Donc on en a eu une aussi pour la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la fin de l'Empire romain, enfin bon, il y en a, alors je sais plus combien il y en a eu. Il y en a eu un certain nombre. Bon, voilà, c'est pas trop le sujet. Alors ça, c'est pour vous montrer un peu le monde tel qu'il est. Comme je vous dis, ça va être un peu le bordel, ma présentation, je le sens. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans les trucs particuliers de ce monde, il y a ce qu'on appelle le Soul Forge, la forge des âmes. Alors, la forge des âmes, parce qu'en fait, l'Underworld est un monde très... Alors, sombre, bah oui, il y a des morts, mais aussi sombre par son organisation. Il est basé sur l'esclavage, et quand on emmène à l'esclavage, c'est en fait... On a des faucheurs qui vont, on va dire, récupérer, c'est effectivement le gros danger quand une âme arrive dans l'Underworld alors qu'elle n'est pas prête à l'affronter. Et les âmes les plus faibles sont enlevées par ce qu'on appelle les faucheurs. Et les faucheurs vont les emmener à la hiérarchie dans les forges de Stygie. Et les forges de Stygie, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont transformer ces âmes en objets. Ça peut être des briques, ça peut être ce qu'on appelle l'obolis, ce qui est la monnaie de l'Underworld, donc ça va être des pièces, on peut même les casser. Vous imaginez en fait que tout ça, ce sont des âmes de personnes qui étaient vivantes il y a peu et qu'on transforme tout d'un coup en briques, qu'on transforme en objets. Et là, on est dans vraiment le truc de l'esclavage poussé dans son excès, en fait, hein, parce que là, on va transformer et à la fois les corps et les corps, on va transformer les âmes, en fait, on va les réduire à des objets. Et ça, c'est un peu le truc un peu quand même assez hard du monde des ténèbres et de Wraith en particulier. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, donc Charon n'est plus là, donc à la place on a la hiérarchie qui fait. Alors la hiérarchie est menée par des Death Lords, des seigneurs des morts. Il y en a 8 en fait qui portent des masques. Enfin non, pas eux, ils portent pas des masques, mais tous leurs suivants vont porter des masques. Ils dirigent des légions. Hein. Alors les légions, chaque âme qui arrive dans l'Underworld va être versée dans une légion en fonction de comment il est mort. Hein, genre les suicidés vont aller dans une légion, ceux qui sont morts de pauvreté dans une autre, etc., etc. Et c'est un peu l'armée des morts de l'Underworld qui est menée par la hiérarchie, et la hiérarchie tient tout ça d'une main de fer à travers ces seigneurs des morts. Voilà, je vous ai parlé des faucheurs. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai tout pris. Ah oui, les masques. En fait, il y a certaines âmes qui mettent des masques en fer, même incorporés de pierres précieuses, qui ne sont pas des pierres précieuses, mais qui sont des âmes qui ont été forgées. Et c'est ceux qui aspirent à devenir des grands noms de la hiérarchie, mais pour l'instant, ils préfèrent avancer masqués. Ça va être plutôt des intrigues, ça va être des intrigants, ça va être des personnages, des fantômes extrêmement dangereux. Voilà où vous allez jouer. Vous voyez, c'est riant. Alors maintenant, je vais introduire les personnages. J'ai toujours le mal de dire de personnages dans Wraith. En fait, les fantômes, hein, les personnages, vous les avez laissés dans le monde des vivants. Mais je vais vous parler en fait de la création de personnages, un peu, hein, les points, les points essentiels à ce jeu. Le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Alors, on est dans un monde du World of Darkness. Donc le système, c'est exactement le même, hein, il est basé à base de D10, et vous en lancez autant que de points que vous avez dans vos différentes capacités. Mais on a des trucs bien particuliers dans le Wraith, et c'est surtout cela que je vais vous parler. Donc là, on a la feuille de personnage, et là, là, vous avez la feuille de l'ombre.
Hein, et quand vous avez créé votre personnage, vous créez les deux. Donc vous créez votre âme en peine sans repos, et derrière son côté obscur qui va absolument tout faire pour l'emmener dans la déchéance, dans l'oubli, dans le fait de complètement abandonner. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va donc déjà, donc là, on est dans du très classique. On va choisir un archétype. Hein. Donc là, ça va être la personnalité de votre fantôme, mais avant sa mort. Hein. Donc voilà. Donc là, vous avez des archétypes, on va dire à peu près classiques. Donc ça va être vraiment ce qui le qualifie avant sa mort. Et surtout, vous allez lui donner des passions. Voilà. Alors les passions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des émotions puissantes en fait qui le motivent à rester rattaché au monde des vivants. Et alors ce qui est appelé en anglais c'est fetters, donc qui sont les ancrages. Hein. L'ancrage, c'est pareil, ça va être des personnes qui ont une charge émotionnelle, enfin qui sont importants pour le fantôme. Ça peut être sa famille, ça peut être un fils, ça peut être un amour, ça peut être, enfin, vous voyez un peu le truc. Voilà, oui, c'est ça. Donc les ancrages, en fait, c'est effectivement des éléments clés. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment parce que c'est ça qui va définir votre personnage. C'est le fait de pourquoi il est là et pourquoi il se trouve encore là et pourquoi il n'a pas envie de partir. Donc voilà. Et en fait, tant qu'il est rattaché au monde des vivants, en fait, c'est essentiel pour sa survie, en fait, au fantôme. Le jour qu'il n'a plus d'attache, où il atteint la transcendance, donc la transcendance, c'est effectivement ce que je vous ai dit, la petite lumière tout au bout, absolument inaccessible. Pourtant, on dit qu'il y en a qui l'ont atteinte. Hein, donc, il s'est libéré de toutes ces attaches, ces entraves, ces émotions. Hein. Alors là, vous avez le corpus pathos, ça c'est autre chose. Ils sont marqués où? Je ne sais même pas où ils sont marqués. Là, vous avez les passions. Oui, les ancrages sont ici. Là, vous avez les passions. Et là, vous avez les ancrages. Donc pareil, vous voyez, il y a des points dedans. Plus il y a de points dedans, plus l'ancrage ou la passion est important. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez le corpus. Parce que oui, vous allez me dire, ah oui, mais bon, il est ici. Dans un autre jeu, ce serait des points de vie. Ici, c'est le corpus. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on risque dans ce monde vu qu'on est déjà mort? On risque pire, on risque effectivement l'oubli éternel, le néant, l'anéantissement, l'entropie. En fait, chaque Ways a des points de corpus. Quand votre point de corpus arrive à 0, vous êtes projeté au cœur du labyrinthe où vous allez subir une épreuve terrible. On l'appelle le harrowing, je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs. On en reparlera tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous survivez à... Oui, le harrowing, donc c'est une épreuve. Effectivement, il est aspiré dans le labyrinthe, on est confronté à des visions terrifiantes, et il y a une mécanique pour voir s'il s'en sort ou pas. S'il n'a plus la force, plus la volonté, il va être dissous dans le néant. Sinon, il va se retrouver à l'extérieur du labyrinthe avec 1 ou 2 points de corpus. Alors, il va être marqué psychologiquement, mais il ne sera pas détruit. Ce qui fait en fait que les fantômes ne sont pas détruits aussi facilement que dans le monde des vivants, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le corpus, et on a le gros truc. Qu'est-ce qu'on a? On a ici les arcanoïdes. Alors les arcanoïdes, qu'est-ce que c'est? On va y venir après. Ce sont les pouvoirs. Si dans les autres mondes du ténèbre, c'est un peu comme les pouvoirs des vampires, c'est un peu la même chose. Mais là, on est vraiment adapté à ce monde. Donc en fait, ce sont des pouvoirs qui vont être... Beaucoup vont vous permettre d'agir avec le monde des vivants, voire peut-être même prendre contrôle d'un objet. Vous voyez un effet poltergeist, ce sera vous. Voire même prendre la voix d'un vivant, vous voyez, de le posséder un certain temps. Et ça vous permet d'agir dans le monde des vivants avec... Ça va dépendre aussi de l'épaisseur du linceul à l'endroit où vous êtes, ce qui explique en fait les maisons hantées. Pourquoi? Parce que le linceul est en fait très tenu et très faible, qui permet donc aux morts de projeter leur essence, leur pouvoir à travers et toucher un petit peu le monde des vivants.
Donc ça, c'est le gros truc pour les races, parce que maintenant, vous devez également créer l'ombre. Et l'ombre, en fait, qu'est-ce qu'on a? Elle a des passions sombres, hein. Donc là, ça va être le contraire, hein. Les dark passions, ce sont des passions sombres, ça va être des pulsions négatives, ça va être des vices, ça va être des peurs, ça va être de la haine des vivants, ça va être de la rancune. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez aussi ce qu'on appelle les thorns. Alors, je sais pas comment ça se prononce, hein, mon anglais est pas terrible. En parler, je suis assez mauvais. Les thorns, qu'est-ce que c'est? Ce sont les épines. Hein. C'est des pouvoirs que les ombres vont pouvoir utiliser pour corrompre en fait le fantôme, le race en question. Alors ça peut être de la provocation, ça peut être des doutes persistants, ça peut être, vous voyez, même de l'augmenter de la puissance en échange en fait de conséquences néfastes. Voilà. Et vous avez l'angst. Alors l'angst en français, alors c'est pas l'anxiété, je ne sais plus. Je vous le redirai après. Donc l'angst, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie qu'accumule l'ombre, en fait, en jouant sur les faiblesses émotionnelles et mentales du Wraith. Ou alors, à chaque fois que le Wraith va céder à son ombre, eh ben, l'ombre, elle, va accumuler ses points. Et il va gagner de l'angst, qui lui permet d'avoir encore plus d'influence sur le personnage, plus d'influence sur le fantôme. Et cette énergie va être utilisée pour déclencher les fameuses épines dont je vous ai parlé tout à l'heure, et peut-être même amener à un état de catharsis pour le race, mais ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc là, on est vraiment dans la lutte, vous voyez, dans la lutte morale, dans la lutte des sentiments, dans la lutte des émotions. C'est pour ça qu'en fait, race, à mon avis, le jeu n'est pas un jeu pour tout le monde. Hein, il y a quand même il y a une vraie dimension sombre dans le jeu. Voilà. Donc ça, c'était pour vous introduire un peu les personnages. Maintenant, je vais vous parler un peu du reste, mais je rentrerai pas énormément dans les détails. Hein. Je vais pas rentrer dans les archétypes, je vais pas rentrer dans les talents. Alors, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de talents, en fait, vous servaient beaucoup dans le monde des vivants. Maintenant, dans le monde des morts, ils servent quand même beaucoup moins. Par contre, vous allez avoir les arcaneuils. Alors, je suis pas rentré dans les détails, mais je voulais quand même reprendre 2-3 bricoles, parce que j'avais noté des choses. Voilà. Le Wraith, en plus, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous ai dit qu'il y a le corpus, il y a la volonté, ça je vais passer, mais on a surtout le pathos. Le pathos, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie émotionnelle positive du Wraith. C'est ce qui va lui faire utiliser. C'est là, avec ce pathos, qu'il va pouvoir utiliser ses pouvoirs. C'est ce qui va déclencher ses pouvoirs, ces fameux arcaneuils, ces fameux pouvoirs pour agir sur le monde des vivants. L'angst, je vous l'ai dit, c'est la même chose, mais du côté de l'ombre, hein, qui va peut-être même permettre au Wraith, enfin à l'ombre, de faire rentrer le Wraith en catharsis. Et la catharsis, qu'est-ce que c'est? C'est que l'ombre va prendre temporairement le contrôle en fait du fantôme et lui faire des trucs pas sympas, on va dire. Hein. Je vous dis pas, quand le Wraith revient dans son corps, personne n'a s'est aperçu que c'était son ombre hein, qui avait pris le pouvoir, on va dire. Hein, donc effectivement, quand l'angst devient trop important, il y a le catharsis. Alors la transcendance, c'est le but ultime des Wraiths, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le corpus, oui, on parlait de point de vie tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le corpus, le corps des Wraiths, est composé d'énergie ectoplasmique. Ils n'ont pas vraiment un corps physique. Hein. On est bien d'accord, c'est bien expliqué dans le bouquin. Vous pouvez même avoir des marques, en fait, des guildes dessus. Enfin bon, vous allez voir, on va parler un peu des arcaneuils après. Pas tout ce que vous voulez faire parce qu'il y en a un paquet, mais je vous en parlais. Donc le harrowing, je vous en ai parlé. S'il échoue, il est consommé par l'Oblivion, hein, il peut être complètement détruit. Voilà. Et après, vous avez les arcaneuils, en fait, qui sont assez centraux, parce que c'est ce qui va vous permettre d'agir sur le monde des vivants. Et là, je vais vous en parler maintenant.
Alors avant de vous parler des arcanoïdes, je voudrais quand même vous montrer quelque chose, c'est que le monde est énormément décrit. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un bouquin de 500 pages de règles, les règles en fait n'en prennent pas une énorme partie. Alors vous avez bien sûr sur les pouvoirs, les arcanoïdes, vous avez une grosse partie, mais bon, vous utilisez les pouvoirs que vous avez. Mais autrement, tout le reste, c'est surtout sur tout le setting, tout le lore, toute l'horreur en fait qu'il y a dans ce monde. Là, par exemple, vous voyez qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une âme qui est en train de se faire ce qu'on appelle soul forger, donc qui est en train de se faire forger, vous voyez, en espèce de briques. Et tout ça, on vous l'explique ici. Vous avez l'économie de l'Underworld. Nudri, c'est le premier, comment ça s'appelle, le premier forgeron. On vous explique les reliques et les artefacts, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui vont venir du monde des vivants, des objets, quelques-uns. Vous voyez, on vous explique tout ça, on vous explique la métaphysique, le reaping, ce que je vous ai dit, donc c'est le fauchage, les frâles, c'est les âmes trop faibles pour survivre et qui sont transformées en esclaves, etc., etc. On vous parle de Stygie, enfin bon, voilà, les Stygie, vous avez une carte de Stygie qui ressemble à une carte de nos villes, quoi, mais en fait, pas du tout. Voilà, vous voyez, on vous parle des districts de la ville, tout est décrit. Là, vous avez, vous voyez, vous avez même des gangs, hein, parce qu'en fait, c'est organisé, le monde des... On a le temps de s'amuser hein, dans l'Underworld. Hein. Vous avez le Midnight Express qui va vous emmener en Stygie, enfin, vous avez un tas de trucs comme ça. Mais je voulais vous parler des arcanoïdes. Alors, les arcanoïdes. Alors, les arcanoïdes, ils sont liés aux guildes. En fait, les arcanoïdes sont liés aux guildes. Les guildes, qu'est-ce que c'est? C'est un peu les différents clans de vampires, si on voudrait rapprocher quelque chose, si on voudrait rattacher à quelque chose. Mais en fait, les guildes, elles ont été bannies il y a très longtemps par Charon. Et Charon a disparu, donc elle continue à exister un peu en souterrain, si j'ose dire. Pourquoi? Parce qu'on en a quand même besoin, parce que c'est eux, elles vont être regroupées, et les guildes vont regrouper différents pouvoirs en fait particuliers. Alors je vais vous les présenter un petit peu. Alors je ne sais pas quelle est la personne chez Onyx Pass qui nous a pondu ces magnifiques titres absolument illisibles. Ça donne un style, mais un peu dur à lire. Alors, je vais vous parler des arcanoïdes. Donc là, vous avez le premier. Alors, c'est la guilde associée, ce sont les messagers. Là, vous avez l'Argos. L'Argos, ça permet de voyager dans l'Underworld en utilisant les courants de vent spectraux, grosso modo. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je prends ma note parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, vous avez le castigate, le châtier, en fait. Châtier, c'est la purification des âmes. Hein. Ça permet de repousser les énergies corrompues, en particulier l'angle accumulée par les Ways, dans ce que je vous ai parlé avant. Voilà. Donc, la guilde, c'est les parleurs. Alors, comment le traduire c'est un faux ami, je ne sais plus. Enfin bon, bref, peu importe. Voilà, donc ça va être pour surtout contrôler les langues. Alors vous avez, alors ceux-là, oui, Embody, donc c'est l'incarnation. Et Proctor, c'est ceux qui se manifestent. En fait, ça va être se manifester dans le monde des vivants. Ils peuvent même apparaître sous forme physique, ectoplasmique, devenir visibles ou même toucher des objets. Bien que pour toucher un objet et le faire bouger, un peu comme dans Ghost, hein, comme Patrick Swayze avec le coup de la pièce, bah là, il va vous falloir beaucoup de pathos et pas mal d'entraînement dans votre arcanoïde qui le fait. Mais vous pouvez faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a les oracles, hein. Les oracles, ce sont les prophètes, et eux, ils enseignent le fatalisme. C'est ce qui vous permet de prédire l'avenir. Hein. Ça va lire les fils du destin en prédisant des événements futurs. On peut même les jouer dessus. Voilà, on peut comprendre la fatalité des événements à venir, que ça soit dans le monde des vivants ou dans le monde de l'Underworld. Alors, je parle toujours du monde des vivants parce que moi, c'est l'aspect le plus intéressant du jeu. J'en parlerai après. Ensuite, vous avez les artisans qui, eux, alors c'est les alchimistes, eux, ils vous enseignent en fait tout ce qui est le flux. Le flux, je l'ai noté où, le flux? Je ne sais plus.
Bon, bref, peu importe. Voilà, ça c'est... Oui, c'est le flux. Je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, bref, je ne sais plus du coup. Si je ne l'ai pas noté, il y en a trop. Je ne les ai pas tous retenus. Bah voilà, ça, ce sont les artificiers, en fait. Ma feuille n'est pas dans le bon ordre, et ça, c'est... inhabit, c'est la possession des objets. C'est ceux-là qui le font, en fait. C'est pas les autres, je me suis trompé. Vous avez... Alors, c'est un peu le bordel, hein, ma fiche, bordel... Alors, les solliciteurs, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Eux, c'est l'intimidation. Donc, eux, ça va être effectivement tout le système d'intimidation avec la willpower, hein, avec la volonté. Et donc, comme ça, vous avez plein. Vous avez les chanteurs, hein, vous avez les... Il n'y a pas que les chanteurs, là, vous avez les moniteurs, vous avez... Alors, eux, voilà, eux, ça va être ce qu'on appelle la toile de vie. Eux, ils permettent de détecter, de suivre les liens, de permettre de garder des traces des vivants auxquels ils sont liés pour les protéger éventuellement, ou leur faire du mal, pourquoi pas. Si c'est votre ombre qui va vous guider. Bon, vous en avez un tas comme ça. Hein. Vous voyez, je les ai notés. Vous avez les usuriers, vous avez les masqueurs, donc ceux qui sculptent les corps. Vous avez, voilà, vous en avez pas mal comme ça. Et donc, voilà, ça c'est ceux qui sculptent les corps. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez des niveaux. Alors, vous avez un niveau initié que tout le monde peut apprendre, mais après dès que vous arrivez, enfin c'est le niveau commun que tout le monde peut apprendre. Le niveau initié, c'est vraiment quelqu'un de la guilde. Il va falloir chercher quelqu'un de la guilde en question pour vous l'enseigner. Et donc vous avez ceux qui hantent, hein, donc c'est ceux qui vont hanter le monde des vivants, par exemple. Vous avez plein le Sandman. Ça peut le marionnettiste, hein, ça, il va manipuler les vivants éventuellement, pourquoi pas. Donc, plus les points sont élevés, on est comme dans les vampires, enfin on est comme dans Vampire ou dans les autres World of Darkness, quand vous commencez à en avoir 5, on a vraiment des super pouvoirs, hein, les usuriers, enfin voilà. Il y en a un certain nombre, hein, et beaucoup de ces arcaneuils, en fait, vous permettent d'agir sur le monde des vivants. Vous voyez, le chapitre 6 va vous parler de l'ombre. Alors, on va vous décrire effectivement l'ombre, et comment la jouer surtout. Parce que, comme je vous ai dit, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est un autre personnage, un autre joueur, pas un autre personnage, un autre joueur qui va vous jouer l'ombre. Et l'ombre, son rôle, ça va être de vous chuchoter les pires choses pour vous perdre, pour vous pousser à faire quelque chose que vous n'avez pas envie. Alors, on précise dans le jeu qu'il n'y a pas de mécanique qui va vous obliger à le faire. Donc, vous pouvez très bien jouer d'une façon méta et ignorer complètement l'autre joueur. Mais on vous dit, oh là, vous n'êtes pas dans le jeu, en fait. Hein. Faites autre chose. Il faut vraiment... si on veut avoir cet aspect que je trouve extraordinaire, il faut que tout le monde, à table, joue le jeu. Ah, donc, on vous explique, vous avez tout un gros paragraphe sur l'ombre en question. Hein, avec, donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez, vous avez les passions sombres, hein, avec tout ce qu'il y a ici, hein, chuchoter, par exemple. Vous avez l'angst, donc on vous explique tout ça, hein, comment elle s'acquiert, comment on en perd, comment on la dépense, etc. Donc là, un exemple de jeu. Le bouquin est vraiment bien foutu, hein, bien foutu pour ça. C'est qu'on vous accompagne jusqu'au bout. Je mettrai un bémol, mais ça, j'en parlerai plus tard. Là, qu'est-ce que vous avez? Le harrowing. Alors, le harrowing, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est cette fameuse épreuve. Et on vous dit, qu'est-ce qui se passe? Le directeur en action, hein, ça va être le maître de jeu qui va être en action. Et vous avez un guide, effectivement, pour poser des questions, comment vous allez vous en sortir, parce que ça va être plus métaphysique que de combat. On n'est pas dans un combat, hein. Ça va être une charge émotionnelle terrible qui vous arrive sur la tête, et qui vous arrive dans la tête, enfin qui vous arrive dans votre âme, et qui est là pour vous détruire. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer à la suite.
Là, on va arriver au storytelling. C'est-à-dire que vous avez tout un chapitre qui va vous expliquer comment jouer à Race, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il faut pas montrer, etc., etc. Et franchement, c'est ce genre de choses qu'on ne lit pas dans un autre jeu de rôle, mais là, on est dans un monde tellement particulier que vraiment, je vous conseille de le lire. En plus, c'est vachement bien fait et ça va vous structurer votre esprit pour bien emmener ce qu'il faut dans ce monde d'horreur, il faut le dire. Hein. Alors, je voulais aborder avec vous, en fait, les différents thèmes. Hein, les thèmes qu'on va aborder, ça va être quoi? Ça va être effectivement genre la perte, la mort, les conflits internes, ça va être donc la perte des êtres chers, ça, et même alors que vous pouvez les voir et que eux sont en train, et vous êtes derrière, mais vous ne pouvez rien faire. Ça va être la rédemption. Éventuellement, vous allez peut-être chercher à réparer le mal que vous avez fait quand vous étiez vivant. Ça peut être, enfin, vous voyez, ce genre de choses. On a pas mal de thèmes et on en aborde ici quelques-uns. On vous met même des conseils pour la musique, pour l'ambiance. Hein. L'ambiance, ça peut être une ambiance romantique. Ça peut être alors romantique, un Ghost par exemple. Ça peut être une ambiance tragique. On va vous parler éventuellement de l'immortalité, des conflits internes. Voilà, on vous dit à peu près tout ça et tous les outils que vous avez à votre disposition pour raconter tout ça. Non, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un super jeu. Alors, avec là, on vous donne pour le conflit, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous avez? Parce que je voudrais rentrer un peu, parce que je voulais vous parler d'un truc. Vous avez les conflits. Alors, parce que là, vous pouvez avoir des conflits dans l'Underworld. Donc, les Ways contre la hiérarchie, les fantômes contre les renégats, les fantômes contre les hérétiques. Je suis pas venu tout ça parce que je serai là encore demain. Il y a tellement de choses dans ce jeu. Les fantômes contre les guildes, éventuellement, contre les légions, contre les spectres, même contre les vivants. Hein, parce que vous pouvez très bien imaginer, je ne sais pas, un sorcier qui est vivant et ou un... qui essaye de ramener votre âme, pourquoi pas, vous voyez les thèmes qu'on peut avoir. Le seul petit problème, c'est que moi, je trouve qu'on a, dans le bouquin, on insiste beaucoup, et d'ailleurs dans les suppléments aussi, sur ce qui se passe dans l'Underworld, sur la hiérarchie, sur tout ce qui est, on va dire, lutte d'influence dans l'Underworld. Et là, moi, je trouve qu'on se replonge un peu dans du vampire, par exemple, avec ses luttes d'influence. Et par contre, l'autre partie à jouer qui, moi, que je trouve vraiment beaucoup plus intéressante, qui est justement à jouer avec le lien avec les vivants, avec l'interaction tenue, faible avec les vivants. C'est émotionnellement beaucoup plus intéressant, pour ma part, que de jouer des luttes d'influence d'âme dans l'Underworld. C'est gentil, mais il y a d'autres jeux, quoi. Hein. Par contre, il n'y a aucun autre jeu qui vous donne justement la possibilité d'agir en tant que fantôme avec le monde des humains. Et on n'est pas dans du grand guignol, hein, on est bien d'accord. Hein, les arcanoïs sont puissants, mais les arcanoïs ne vont pas, je ne sais pas, détruire quelque chose dans le monde des vivants. Ça va être simplement pour pouvoir interagir faiblement, etc. Mais c'est justement tout l'intérêt. Et je trouve que le bouquin n'a pas mis assez ça en avant. Enfin bon. Voilà, ça c'est mon avis personnel, je reviendrai dans la conclusion. Vous voyez, vous avez des concepts de chronique, alors c'était les campagnes, les Shadowlands, vous avez quand même des conseils, vous en avez quelques-uns. Vous avez par exemple l'ange gardien, hein, le thème de l'ange gardien, et vous avez tout ça, vous avez des trucs, vous avez tout un tas d'idées donc pour ce qui se passe en TJ, pour ce qui se passe dans la tempête, pour ce qui se passe dans le labyrinthe, comment jouer vos passions, vos ancrages, etc. Donc non, c'est vraiment on vous laisse pas à la merci on vous laisse pas sans conseil. Je vais pas vous parler en fait du système parce que bon, on est dans du système
relativement classique, en dehors de ce que je vous ai déjà présenté. Qu'est-ce qu'on a dans le livre 3? Alors là, on va vous décrire tous les spectres, avec leur motivation, leur histoire, hein, parce que donc les spectres, effectivement, comme j'ai dit, ils sont au sein de labyrinthe, ils sont là pour nuire aux fantômes, ils sont là pour les attirer dans l'oubli, et ils attaquent en masse lors des grandes catastrophes, lors des grands maelstroms. Donc on vous parle de la naissance d'un spectre, de la motivation d'un spectre, voilà, ce qu'on appelle les Dark Arcanoi. Ils ont aussi des pouvoirs, hein, forcément, hein, car ce sont des fantômes aussi à la base. Voilà. Donc tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est à peu près tout, quand même. Oui, ça, on a un chapitre. Ah oui, si, puis il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Alors, même mort, on n'échappe pas à son lieu de naissance. Ah oui. Et donc, en fait, tout ce que je vous ai parlé, la Stygie, le royaume de fer, tout ça, c'est pour les âmes qui sont mortes, en fait, dans les pays occidentaux. Mais vous avez d'autres royaumes noirs. Vous avez le royaume de Jade, en fait, qui est plus centré sur l'Asie. Vous avez... alors là, vous voyez, on vous en parle un peu. Vous avez... donc, on vous parle de vide. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y en a plusieurs qui sont présentés, hein. Donc, parce qu'à chaque fois, on vous parle des spectres, hein, on parle de particularités, mais très honnêtement, vous voyez, le royaume sombre de l'obsidienne, voilà, vous avez un tas de trucs comme ça. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est quand même on joue déjà en Stygie, et puis après, on rajoutera des choses après, parce que là, on se perd, hein, le royaume de la glaise, avec éventuellement, oui, vous avez des arcanoïdes particuliers, en fait, des arcanoïdes de l'Empire de Jade qui... Il y en a des autres, vous voyez. Voilà. Et puis, on arrive aux appendices et on arrive sur un truc qui est complètement incongru, c'est-à-dire on a Orpheus. Orpheus, il y a un jeu d'ailleurs qui est sorti, Orpheus, dans le monde des ténèbres. Et là, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a un truc. Je ne sais pas ce qui est trop passé par la tête des éditeurs, en fait. Pour mettre ça, oui, c'est pas un jeu complet, hein, vous avez quelques pages. Hein. Voilà, Orpheus, c'est un groupe dans les Skinland, hein, dans le monde du le World of Darkness, oui, on sait, en fait, hein, c'est un autre jeu. Hein. On vous donne l'histoire de la... alors peut-être qu'il y a des choses à piquer là-dedans, mais bon, est-ce que ça valait de mettre 30 pages sur Orpheus? J'en suis pas sûr, moi. Voilà. Et puis un énorme index. Hein. Vous avez, je sais pas combien de pages d'index, vous avez une dizaine de pages d'index et les 2 feuilles de perso. Et on a fini le bouquin. Voilà, donc j'ai fini de faire, enfin fini. Je vous ai présenté succinctement le monde de Wraith, qui est pour moi, comme je vous ai dit en intro, c'est certainement le meilleur jeu pour ma part sur le World of Darkness. Là où, alors je vais faire hurler des joueurs de Vampire, hein, parce qu'il y en a qui jouent depuis des années, mais moi Vampire c'est un jeu qui ne m'a jamais vraiment accroché tel qu'il est présenté. On a déjà joué à Vampire, mais on l'a joué d'autres manières. Là, ce sont des luttes d'influence, ça me fait chier en fait. Et Wraith, lui, amène une dimension supérieure au monde des ténèbres, car à la limite, n'importe lequel de vos personnages dans le monde des ténèbres pourrait très bien se retrouver un jour dans l'Underworld. D'ailleurs, en fait, quand vous avez fini de créer votre personnage, on vous dit qu'il faut jouer l'intro. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais une bonne idée, c'est-à-dire que vous allez jouer la mort de votre personnage et j'ai du mal à dire naissance dans l'Underworld, hein, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit non plus, alors je fais une conclusion en forme de ce que je vous ai de voiture balai. Ce que je vous ai pas dit, c'est que les âmes, quand elles naissent dans l'Underworld, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, elles sont enveloppées d'une espèce de linceul, hein, de linceul de trucs ectoplasmiques, machin, où ils vont être complètement vulnérables parce que leur vue va être complètement altérée, leur sens également. Et vous avez quand même des Wraiths qui sont là qui repèrent en fait, hein, une âme qui arrive. Il y en a qui vont vous aider. Alors si vous aider, vous avez bien compris, on n'est pas dans un monde altruiste.
on va certainement vous demander des contreparties. Et dans le pire des cas, vous allez tomber sur des faucheurs. Et là, ça peut se passer très très mal. Donc, vous avez tous ces thèmes qui sont abordés. Hein. Donc, effectivement, on va se retrouver avec différents... Alors, il n'y a pas de scénario à l'intérieur. C'est par exemple, à la place d'Orpheus, j'aurais plutôt mis un scénar, moi. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc différents thèmes qui peuvent être abordés. Ce que j'aime bien, donc la quête de la réconciliation, par exemple, hein, se réconcilier avec quelqu'un qui est encore vivant, par exemple, ou protéger quelqu'un qui est encore vivant, ou dénoncer quelque chose qui est encore vivant. Vous pouvez faire des scénarios là-dessus assez intéressants, à mon avis. Des trucs émotionnels, des trucs de la maison hantée. Vous pouvez jouer un tas de trucs. Après, vous pouvez éventuellement faire des trucs beaucoup plus punchy, genre l'exploration du labyrinthe, les confrontations avec des guildes, les confrontations avec des Deathworld. Mais là, on est plus dans la lutte d'influence plutôt qu'autre chose. Vous pouvez même aller à la recherche de, je ne sais pas moi, de secrets enfouis, etc., etc. Mais le jeu en lui-même, ce qui est vraiment, moi, ce qui m'attire dans le jeu, c'est cette histoire de dualité entre le fantôme et son ombre, et que son ombre soit jouée par un autre joueur. Moi, je trouve ça absolument génial. Alors, bien sûr, il faut que tout le monde à table soit bien d'accord à ce que l'on joue, et joue le jeu, le fait de l'ombre et du Wraith. Hein. Et si l'ombre susurre des atrocités aux oreilles si votre pote vous susurre des atrocités à vos oreilles, il faut bien vous dire que c'est l'ombre qui parle, et que c'est pas lui. Hein. Histoire d'éviter les problèmes. Voilà, en tout cas, Wraith, moi je suis très content qu'il arrive en français, vraiment très très content, parce que c'est un jeu qui le mérite. Alors, c'est un jeu à débroussailler, hein, quand même, parce que là, de prime abord, quand vous le lisez, vous dites, à quoi je vais jouer? Alors, il y a eu pas mal de... Alors, en info, il y a eu des nouvelles, on va dire. Il y a eu des nouvelles de fait, et elles seront traduites, et franchement, je pense qu'il faut absolument les lire pour voir dans quoi on est et qu'est-ce qu'on peut jouer, qu'est-ce qu'on veut jouer, quoi. Voilà. En tout cas, Wraith, moi, personnellement, un grand jeu, vraiment un grand jeu où je suis vraiment très content qu'il arrive en VF. Et j'espère qu'il arrivera assez vite, quand même, histoire d'en profiter. Voilà. Bah écoutez, aujourd'hui, c'était Wraith, un monde bien sombre dans le World of Darkness, mais là, on est vraiment dans le Darkness, hein. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, et puis à bientôt, portez-vous bien, ne plongez pas dans l'Underworld trop rapidement, et voilà, merci beaucoup.